côté technique ou analytique du dépistage des drogues urinaires, bien sûr dans le contexte professionnel. Pour commencer, lorsqu'on parle de drogue et travail, on peut définir deux types de toxicomanie. Soit une toxicomanie résiduelle au travail, soit une toxicomanie indépendante au poste occupé, qui a commencé bien avant l'embauche, mais qu'elle peut avoir des conséquences sur le poste occupé, exemple la dépendance physique, où le travailleur va avoir besoin de consommer même pendant son poste de travail. Et on a une toxicomanie liée au travail. Certains métiers, bon, sans stigmatisation de ces métiers, peuvent être un facteur de risque pour développer une dépendance. Exemple, les métiers avec une pression et rythme intense de travail, l'employé peut avoir recours à des substances stimulantes comme la cocaïne et les amphétamines pour augmenter son endurance. Par exemple, des métiers où il y a le stress, la pression, où l'employé peut avoir recours à des substances comme le cannabis, l'alcool, pour pallier à ces effets. On a les métiers avec les douleurs physiques, où il y a la souffrance physique. On peut avoir des employés qui utilisent des opiacés ou des analgésiques pour diminuer cette perception de douleur, ou au contraire pour améliorer ses performances physiques, pour bien travailler. On a aussi l'accès facile. Nous, comme professionnels de santé, on a un accès facile, donc certains ne peuvent pas résister à la tentation, donc ils ont les substances à main. On peut avoir un détournement de ces médicaments, de son usage initial. La question qui se pose, c'est quoi les risques de consommer des drogues dans le milieu de travail? Premier point, les accidents du travail, augmentation des erreurs et des blessures. On peut avoir une baisse de vigilance, donc chute de productivité au milieu de travail, des problèmes relationnels avec les collègues et enfin des problèmes juridiques, bien sûr. Avant de passer au dépistage, les techniques de dépistage, on peut poser quelques questions. D'abord, quelle liste de drogues? Généralement, nous, en laboratoire, on reçoit dépistage des drogues urinaires ou la recherche toxique, analyse toxique, sans préciser les molécules. Donc là, le laboratoire, il va faire selon ce qu'il a comme substance disponible. Peut-être un laboratoire, il délègue 6 molécules, l'autre un laboratoire, il délègue 12 molécules, et tout dépend de sa liste. Donc ce qui est recommandé, c'est de standardiser les listes, de faire une liste réglementaire officielle, bien sûr, selon le profil épidémiologique national. On ne va pas délister les NPS, les nouveaux produits de synthèse, qui ne sont pas disponibles à ce jour en Algérie, selon nos connaissances, doivent être dynamiques parce que le marché des drogues se change jour après jour et s'améliore. Donc il y a des drogues qui apparaissent jour après jour. Voilà. Deuxième question, quel type de métier? Est-ce que n'importe quel employé, on va le dépister? Est-ce que la liste, on va l'adapter selon les postes à risque? Troisièmement, quel milieu biologique de dépistage choisir? Il faut savoir qu'on a plusieurs, on peut faire donc dépistage sur urine, mais on peut avoir d'autres matrices, d'autres prélèvements biologiques. On peut utiliser les urines, le plus souvent, la salive, le sang et les cheveux dans certains contextes, généralement médico-légaux. Donc ça dépend du contexte de l'objectif de dépistage. Le milieu le plus utilisé, c'est les urines, mais il faut standardiser le protocole. On peut avoir un patient, il donne un prélèvement au même moment, c'est-à-dire un prélèvement urinaire et un prélèvement sanguin. Ça peut être que le prélèvement sanguin est rouge négatif et le prélèvement urinaire est rouge positif. Et c'est juste. Pourquoi? Parce que les drogues sont des molécules comme les médicaments qui subissent le même parcours toxicocinétique, absorption, distribution, métabolisation, élimination. Donc ça peut qu'il a dépassé la phase d'absorption, distribution, métabolisation, donc on ne le trouve pas dans le sang, mais il est présent dans les urines. C'est pour ça qu'il faut standardiser pour tous les employés la matrice qu'on veut utiliser. L'autre question, c'est quelle technique de dépistage utiliser? En toxico, on a plusieurs techniques. Pour vous mettre pour illustrer ça, c'est l'exemple des tests immunologiques en Covid. On connaît des tests rapides, antigéniques,
Après, il y avait toujours des techniques de confirmation, des appareils automatisés pour confirmer. C'est la même chose en toxico. Donc, on juge une méthode analytique selon sa sensibilité et sa spécificité. C'est quoi la sensibilité? C'est la capacité de cette technique de descendre en concentration. Plus on a une technique sensible, plus elle a la technique de les concentrations, jusqu'à l'état de trace. La spécificité, c'est la capacité de trouver une molécule parmi d'autres. Maintenant, on évite les faux positifs. Si elle a la technique de prégabaline positive, elle est que prégabaline positive, mais il y a des interférences. Le cas des interférences, c'est bon les tests rapides. Par exemple, un patient sous gabapentin, il y a un faux positif pour la prégabaline. C'est pour ça qu'il faut exiger un minimum de sensibilité, de spécificité de ces techniques. Les tests rapides sont adaptés au dépistage massif, mais il faut on recommande de les confirmer avec des techniques plus sensibles, plus spécifiques. La notion la plus importante, c'est le seuil de positivité. On peut utiliser la même technique. Plusieurs laboratoires différents utilisent des tests rapides. Un laboratoire pour le même prélèvement, une roche positive, pour un deuxième prélèvement, une roche négative. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de seuil de positivité. Le seuil de positivité pour certains marques est diminué, l'autre elle est trop grande, donc il faut harmoniser le seuil de positivité, vous l'avez capable. Pourquoi? Déjà, les fixer dans un seuil adéquat. Mais couche un cutoff trop élevé, les prélèvements qui sont négatifs. Une couche trop bas, ou même état de trace, ou un passage passif, le projet positif. Exemple du cas patient qui était avec une autre personne qui fumait de cannabis. Donc, il va inhaler passivement avec la fumée. Si la technique elle est trop sensible, donc elle doit être détectée positive. Donc, il y a un faux positif. D'accord. Maintenant, nous passons aux étapes de dépistage. En commençant par la prescription et la demande ou l'interrogatoire jusqu'à le rapport d'analyse. Premièrement, l'interrogatoire. Pourquoi on fait un interrogatoire au toxico? Soit le questionnaire, donc c'est un questionnaire à remplir soit par le médecin prescripteur, soit nous-mêmes au laboratoire au moment du prélèvement. Le questionnaire contient déjà des informations générales. Il faut s'assurer de l'identité de la personne. Donc, parce que ça peut être qu'il nous envoie une autre personne à sa place. Les médicaments et traitements, même tout ce qui est phytothérapie, parce qu'il y a certains médicaments décomposés qui peuvent nous donner des faux positifs, il faut se documenter sur ça. Exemple, il y a des compléments à base de pavot qui donnent des positifs avec les autres pièces. Les données médicales, s'il y a un problème au niveau d'élimination rénale, etc. Et bien sûr, le point essentiel, le consentement éclairé. Donc, ils doivent savoir que les urines qu'il nous a données, c'est pour faire un dépistage des drogues urinaires. Le prélèvement, on a dit déjà qu'on a plusieurs types de prélèvements. Le plus courant, on utilise les urines. Pourquoi? C'est une matrice facile à collecter, non invasive, adaptée au dépistage de massive. Durée de détection, la durée d'ouverture de détection, c'est entre 1 à 4 jours, jusqu'à 7 jours, mais tout dépend de la molécule. Tout dépend de la phénétique à la molécule qu'on cherche. Mais généralement, jusqu'à 7 jours. On peut utiliser aussi les salives, le sang, les cheveux dans un autre contexte. Passons maintenant au lieu. Donc, on ne peut pas accepter des urines qui est ramené de la maison du patient. Donc, il doit faire le prélèvement sur place. Dans le laboratoire, il y a des lieux, des sanitaires dédiés pour prélever à ce moment les patients. D'abord, on doit couper le courant d'eau. Pourquoi pas? Pour éviter de diluer l'échantillon, sans produits chimiques et détergents, parce que certains produits peuvent altérer. Donc, le patient va essayer d'altérer avec les urines la molécule qui arrive dans les urines, sans savon, sans poubelle, ou là, sans accès aux sacs et vêtements à l'air. Il peut ramener d'autres urines et essayer de les échanger. Le prélèvement doit être en présence d'un agent de prélèvement à proximité, bien sûr en respectant l'intimité du patient. Les précautions avant le prélèvement, on recommande de ne pas trop boire de l'eau, donc généralement pas plus de 200 ml. Les 200 ml, c'est environ un verre de liquide par 2 à 3 heures avant le prélèvement.
de l'échantillon pour éviter la dilution. La stabilité stocker les échantillons dans un endroit sécurisé, le temps de réaliser l'analyse. Donc là, c'est des fenêtres dans la durée de stabilité des substances. Généralement, toutes les drogues d'abus courant et leur métabolisme sont stables dans les urines pendant 5 jours à plus de 4 degrés Celsius. Et 6 mois si on les conserve à moins de 18 degrés Celsius. À l'abri de la lumière, bien sûr, en congé. Pourquoi on les conserve ces prélèvements? Parce qu'on a toujours la notion d'un contre-expertise. Toute analyse toxicologique peut dédier vers une analyse médico-légale. Donc il faut toujours conserver une partie du prélèvement pour un éventuel contre-expertise. Maintenant, comment valider le résultat, le prélèvement? Pas le résultat, avant le résultat. Comment valider le prélèvement? Le patient peut essayer d'adultérer ou de falsifier les urines ferreuses. C'est quoi la falsification? C'est elle vise à modifier ou remplacer l'échantillon pour produire des fonds négatifs. Des techniques de falsification. Elle a des techniques IBO, soit carrément il change la personne, donc il ramène une autre personne à sa place, soit il essaie de manipuler le pH ou le dilution par prise de certains médicaments comme les diurétiques pour faciliter, accélérer l'élimination des substances qu'il a prises, soit par... voilà. Il y a des tests in vitro, soit substitution de l'échantillon après prélèvement, ajout de substances étrangères en essayant de détruire la substance, ou là tout simplement par ajout de l'eau, manipulation du flacon ou de scellé après prélèvement. Là on le conserve après, il essaie de contacter une personne du laboratoire pour le remplacer. C'est pour ça qu'il faut bien sécuriser les prélèvements, ou tout simplement par modification thermique et essayer de frotter le flacon, voilà, ou se souffler dedans pour augmenter, pour essayer d'altérer thermiquement. Voilà, pour essayer facilement détruire la molécule présente dans ces urines. Maintenant, nous, comment confirmer le prélèvement ou valider avant l'analyse? Le premier paramètre, c'est la température. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut juste 4 minutes après le prélèvement. Il faut doser analyser la température qui doit être entre 38 à 32 à 38 degrés Celsius. Mais au fur et à mesure du temps, elle doit prendre la température de la salle. Un pH entre 4,5 et 8,5, c'est un pH urinaire normal. Si on a un pH au-delà de cette marge, donc là on suspecte une anomalie dans les urines. La densité, c'est le rapport de masse entre masse urinaire sur la masse de l'eau. Donc si on a une densité normale, c'est les urines, chez une personne physiologiquement malade, elle est d'environ 1000. Si on a une densité trop basse, les urines ont été diluées avec de l'eau. Et les caractères physiques, tout ce qui est couleur, aspect, odeur, etc. Le point le plus important, c'est la créatinine urinaire. Avant de faire le dépistage urinaire des drogues, donc là on réalise dosage de la créatinine urinaire. Bien sûr, il faut s'assurer que le patient ne présente pas des anomalies au niveau de la fonction rénale. Si la créatinine est physiologique, normale, un cas de prélèvement est valide. Sinon, si on a une créatinine trop basse, un cas de prélèvement a été dilué. Il y a des lastiques, les chimies urinaires, qui sont dédiés pour valider le prélèvement avant de procéder à l'analyse. Maintenant, passons à l'analyse elle-même. On a des techniques rapides, des techniques de dépistage immunochimique dans les urines. C'est des bons tests urinaires, qui mettent des tests de grossesse ou les tests de Covid. Sur le plan de technicité, c'est des techniques faciles. Mais la difficulté, c'est comment les interpréter, comment déceler les faux positifs et les faux négatifs, et comment les valider. Donc, là, les tests doivent être homologués par les autorités. Il ne faut pas utiliser n'importe quel test. Maintenant, malheureusement, on trouve des tests qui se vendent dans des pages de réseaux sociaux. Analyse qualitative. Donc, on ne peut pas, selon l'intensité, on dit qu'il y a une consommation élevée. C'est pas en intensité de trait. Il y a absence de trait, résultat positif. Présence de trait, résultat négatif. C'est le contraire des tests de grossesse. C'est détection rapide, technologie facile et peu coûteuse, et compatible avec un dépistage de masse. On peut détecter des analyses de substances uniques, exemple
prégabaline positive, THC positif, ou là par groupe. Ils vous disent benzodiazépines positives sans savoir quelle molécule. Et bien sûr, le prospectus, la technique, le fournisseur fournit la liste de la famille des benzodiazépines qui donnent positif pour ce test. Par exemple, opiacés positifs, sans citer quel opiacé, que par famille. Voilà certains facteurs pour la limite de quantification de certains tests. Le bémol, les points négatifs de ces tests, c'est que c'est des tests qui donnent beaucoup de faux positifs, ils sont peu spécifiques, et des faux négatifs ne sont pas très sensibles. Le résultat positif, donc là, ce qu'on recommande, c'est de confirmer avec des techniques plus sensibles, plus spécifiques, automatisées. Ce qu'on appelle les techniques chromatographiques. C'est des automates, des appareils encombrants, coûteuses, techniquement doivent avoir des personnels bien formés et informés, nécessitent un pré-traitement, on ne peut pas injecter directement les urines le sang de l'appareil, il faut un pré-traitement vu la nécessité d'un personnel qualifié pour extraire justement la molécule de le sang vers le solvant où il y a une injection de l'appareil. Le délai généralement est plus long, c'est pas quelques minutes, mais on peut compter jusqu'à 1 à 2 heures pour un prélèvement. Mais c'est des techniques fiables, précises, on travaille à l'aise, ils ont des analyses fiables à des niveaux très bas et la gamme peut être élargie selon les réactifs qu'on a, mais on peut arriver à des molécules, à 50 à 100 molécules par analyse. Même voilà, les seuils d'analyse sur les 14 sont basses par rapport aux tests rapides. Maintenant, après réalisation de la technique, comment interpréter les résultats? Prenons l'exemple dans 4 figures. En haut, c'est les immunoanalyses les tests rapides. On a l'appareil, l'automate. Si le test rapide est positif, l'automate positif. Maintenant, une consommation vraie de drogue. Donc il y a une consommation. Mais comment distinguer entre occasionnel ou chronique? C'est pas en demandant plusieurs prélèvements que revient positif. Test rapide négatif, appareil négatif, pas de consommation de drogue. Il faut préciser que ça concerne le prélèvement et la fenêtre de détection. Pas de détection, pas de drogue dont ce prélèvement a cette concentration de détection. Je dois mentionner le seuil de positivité, mon seuil de positivité ou de négativité, c'est le seuil de détection. Si l'immunoanalyse est positive, mais en injectant dans l'appareil quand je l'ai négatif, avec le positif était une interférence analytique. C'est un faux positif et non pas une vraie valeur positive. Si le test rapide est négatif, mais l'appareil est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un faux négatif, où là, la concentration était inférieure à la seuil de détection de l'immunoanalyse. Mais comme l'appareil est plus sensible, donc elle peut détecter des concentrations plus basses. Maintenant, le taux décisionnel, c'est nous qu'on le décide. Donc, il faut fixer un seuil décisionnel à partir duquel on dit que c'est un prélèvement positif ou négatif. Il faut le standardiser aussi. Donc, là, le résultat, c'est tout un enjeu des considérations analytiques, c'est par rapport à l'automate de l'appareil créé, toxicologique par rapport à la molécule que je cherche, la toxicocinétique, la tolérance, etc., la variation génétique par rapport à cette substance, et médicale, l'état physiologique et physiopathologique du patient. Donc, tous ces facteurs peuvent influencer le résultat. On doit les prendre en considération avant de se faire sortir un résultat. Justement, après tout ça, on procède à la documentation où là, le rapport d'analyse, c'est le résultat qu'on vous envoie. Donc, les informations obligatoires à mettre dans un résultat ou dans un rapport d'analyse, d'abord le type d'échantillon qu'on a reçu. Est-ce qu'on a travaillé sur des urines, sur du sang, etc. Le nom de la substance et du groupe de substances analysées. Il faut même mentionner que j'ai testé sur le cannabis et c'est positif ou négatif, j'ai testé sur ça et ça et ça. Je dois citer les molécules que je l'ai testées. Avec des limites de détection. Donc il faut que mes limites de détection soient mentionnées dans le rapport d'analyse. Les méthodes analytiques utilisées, c'est très important et obligatoire de mentionner quelle technique qu'on a utilisée pour que vous pouviez vous situer sur
la technique, donc quelle technique a été utilisée, l'interprétation et le commentaire du laboratoire. Notez que déjà les résultats doivent être transmis directement et seulement au médecin du travail, le médecin demandeur. C'est pour ça qu'on recommande toujours de fournir avec la demande votre numéro de téléphone et adresse mail pour envoyer directement et faciliter le contact avec le médecin. Ces prélèvements peuvent avoir recours à un contre-expertise, donc il faut toujours conserver les prélèvements qu'on a reçus et il faut assurer la confidentialité des résultats. Pour terminer, je vais terminer par la prise en charge des cas positifs. Si on a un cas positif, l'objectif ici n'est pas de seulement identifier un usage, mais d'orienter la personne vers un dispositif de soins adapté, les 6 ans, favorisant à la fois la prise en charge médicale, le maintien de son insertion sociale et surtout professionnelle. Je vous remercie pour votre attention.